D'abord les faits. Le 10 juillet 1940 est convoquée dans le grand théâtre de Vichy l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, ça désigne quelque chose de bien précis, c'est le regroupement de tous les membres du Sénat et de la Chambre des députés. En d'autres termes, l'Assemblée nationale, c'est le regroupement des deux assemblées de la Troisième République, auquel il est demandé de voter un texte court, je cite, « Elle donne, ouvrez les guillemets, tout pouvoir au gouvernement de la République, sous l'autorité et la signature du maréchal Pétain, à l'effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l'État français. Cette constitution devra garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie. Elle sera ratifiée par la nation et appliquée par les assemblées qu'elle aura créées. » Vous excuserez du peu du triomphe par lequel cet acte est voté, 569 voix contre 80 et 20 abstentions. Parmi les 20 abstentions, deux personnages tout de même qui personnellement me posent un problème quand j'apprends qu'ils s'abstiennent, Édouard Herriot et Jules Jeanneney. Jules Jeanneney, ça n'est pas n'importe qui, c'est le président du Sénat. C'est donc le deuxième personnage de l'État. C'est quelqu'un qui s'inscrit dans une lignée d'hommes politiques qui ont honoré la République, dont le comportement a toujours été parfaitement exemplaire, et s'abstenir à un moment où on abroge les lois constitutionnelles de 1975, ça pose tout de même un certain nombre de questions. Herriot, c'est un monument de la vie politique française, inamovible président de l'Assemblée nationale, sauf quand il dirige le gouvernement ou occupe un portefeuille ministériel majeur, maire de Lyon, dirigeant du plus ancien et plus important parti politique de France jusqu'à nouvel ordre en 1940, le Parti radical et radical-socialiste, ça n'est pas n'importe qui. Plus attaché à la République qu'Herriot et Jeanneney, il n'y a pas de noms qui me viennent spontanément à l'esprit. Ces deux hommes s'abstiennent. On a vu il y a peu un président du Sénat qui traditionnellement, effectivement, ne s'abstient pas, ne vote pas lorsque le Parlement est réuni en congrès, prendre position. Il s'agissait rien moins que de voter une réformette constitutionnelle du président sortant de la Ve République, je veux dire de Nicolas Sarkozy, c'est tout de même, me semble-t-il, quelque chose de nettement moins important. C'est-à-dire que le texte a été approuvé par 85% des votants et plus des 3/5 des parlementaires présents. Ce texte est d'entrée de jeu en contradiction avec la 4e réforme des lois constitutionnelles. Je vous rappelle que la Troisième République n'a pas de constitution. Elle a toujours été régie par 3 lois constitutionnelles votées de façon disparate à des dates différentes. Une le 24 février 85, l'autre le 25 février, mais pour la troisième, il faut attendre le mois de juillet. Et elle n'a jamais eu de préambule, il n'y a jamais eu de constitution, il n'y a que ces 3 textes de loi, faits de morceaux et de ficelles, dans lesquels la République n'apparaît qu'une seule fois, le fameux amendement où la République a été votée à 1 voix de majorité. C'est vous dire si ça a été court, là c'est à 85% des votants. C'est pas rien. Mais néanmoins, il y avait eu en 1884 une révision constitutionnelle, la 4e. Les lois constitutionnelles ont été révisées 5 fois, en englobant le 10 juillet 1940. Or, cette révision de 1884 dit, je cite, que, ouvrez les guillemets, la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de révision. Mais la forme républicaine n'a pas fait l'objet d'une proposition de révision, car si je vous relis l'article, elle donne mandat au gouvernement de la République de donner une nouvelle constitution de l'État français. Mais est-ce que ça sera le nom du régime, ou est-ce que tout simplement c'est l'État français? Nous vivons aujourd'hui dans l'État français. La France est un État. Et si vous ne mettez pas de majuscule à État, utiliser aujourd'hui l'expression d'État français est parfaitement fondé. On évite de le faire à cause de 40. Et là, on tombe dans le politiquement correct, ce qui a toujours été ma bête noire.
Le 12 novembre 1943, Pétain annonce qu'il va rendre publique la nouvelle Constitution de la France et qu'il va la présenter par un discours à la nation. L'occupant interdit le discours. Le discours a circulé sous le manteau, mais le projet constitutionnel n'a jamais été rendu public. Vous pouvez néanmoins le trouver dans pas mal d'ouvrages, et par conséquent, vous verrez ce qui était envisagé. Et je répète, je crois l'avoir dit tout à l'heure, ce sont les institutions sous lesquelles nous vivons à l'heure actuelle. Dès juin 1940, De Gaulle annonce qu'il rétablira l'égalité républicaine s'il est élu. Lui parle de l'égalité et non pas de légitimité. Mais il n'a jamais dit expressément qu'il rétablirait les lois de 75. Il rétablira simplement la légalité républicaine. Alors comment en est-on arrivé là? Comment peut-on, le 10 juillet 40, abroger 3 lois constitutionnelles qui ont permis au pays de vivre depuis pas tout à fait un siècle, mais presque, plus que l'espérance de vie d'un individu? Un individu né au moment de l'adoption de ces 3 lois est mort en 1940, statistiquement parlant, 100 ans. Qui a survécu à la Première Guerre mondiale, c'est qu'elles ne sont pas si mauvaises que ça, puisqu'elles ont permis au pays d'être gouverné dans une des plus grandes épreuves qu'il ait vécues dans son histoire. Je crois qu'il faut repartir dans le détail un petit peu des événements. D'abord, pourquoi Paul Reynaud démissionne-t-il alors que le gouvernement est en pleine migration vers Bordeaux? Tout simplement parce que probablement Paul Reynaud est complètement aliéné, et je le prends au sens psychiatrique du terme, à un certain nombre de superstitions, car ça ne s'appelle pas autrement, de la pratique parlementaire. Cette espèce de mythe qui s'était progressivement construit depuis le fameux épisode de MacMahon, qui veut que l'Assemblée soit véritablement souveraine, avec un S majuscule, et que l'on ne puisse jamais aller contre la volonté de l'Assemblée, quand bien même l'Assemblée aurait des comportements qui relèvent davantage du caprice que de la véritable gestion politique. Je crois qu'il ne faut jamais oublier que la Troisième République est née de l'affrontement entre les forces monarchistes et catholiques et le courant républicain, et qu'il y a eu ce malencontreux épisode de la dissolution des élections par MacMahon lorsque les républicains ont gagné la majorité à la Chambre des députés. Les lois constitutionnelles ont ce jour-là été amputées de quelque chose et elles ne se sont jamais remises de cette mutilation. Les lois constitutionnelles donnaient tout à fait légitimement au président de la République le droit de se débarrasser d'une assemblée. Le problème, c'est que lorsqu'un homme politique se débarrasse d'une assemblée qui vient d'être élue, ça sent le coup d'État. Lorsque cet homme politique est un militaire qui n'a jamais caché ses liens avec le camp monarchiste et catholique, et qu'il dissout une assemblée parce que les républicains viennent d'y gagner la majorité, là on ne se pose même plus la question. L'intention est évidente. De ce jour-là, les présidents de la République ont définitivement été privés du pouvoir de dissolution. Oui, vous allez me dire, quel rapport avec Paul Reynaud? Paul Reynaud est président du Conseil. Mais dans la foulée, s'était installé chez tous les hommes politiques, quelle que soit leur étiquette, cette idée que dès lors que la Chambre des députés ou le Sénat, puisqu'à l'époque les deux assemblées ont exactement les mêmes pouvoirs, et en particulier celui de renverser le gouvernement, dès lors qu'une des deux assemblées leur refuse la confiance, ils n'ont plus d'autre solution que de remettre leur démission. Et je pense que Reynaud, en juin 1940, est dans un état d'esprit tel, lorsqu'il voit le Conseil des ministres réuni autour de Lebrun, exprimer un tel désaveu des choix politiques qu'il a fait, en particulier dans les nominations militaires, qu'il se dit qu'il ne jouirait plus de la confiance d'une des deux, voire des deux assemblées, s'il avait la possibilité de les réunir, et qu'il ne lui reste donc plus qu'une seule solution, passer la main.
Oui, mais vous allez me dire, il n'y a pas d'assemblée, personne ne lui met le pistolet sur la tempe, pourquoi le fait-il? Alors là, on rentre dans des choses qui deviennent beaucoup plus difficiles à mesurer. Paul Reynaud était-il véritablement un homme de caractère? Personnellement, j'en doute un peu. Quel est le rôle qu'Hélène Deportes a joué dans l'affaire? Ça n'est pas impossible. Quelle est la fragilité qu'il ressentait face aux militaires? Nous avons à l'époque un pouvoir civil qui est très fragile devant les militaires. Est-ce qu'il a osé ou est-ce qu'il n'a pas osé? Mais ce qui est sûr, ce qui est catastrophique, c'est qu'il ait remis sa démission. Car il n'avait probablement pas prévu que dans l'instant, le maréchal Pétain, car on a appliqué les règles constitutionnelles habituelles, Reynaud remet sa démission. Dans la discussion qui a précédé ce moment, il s'est affronté au maréchal Pétain sur l'idée que lui pensait qu'il n'y avait pas lieu de demander l'armistice, alors que Pétain pensait qu'il fallait mettre un terme au combat. La règle veut qu'on choisisse toujours, pour remplacer le gouvernement démissionnaire, celui qui porte la thèse opposée à la thèse qui vient d'être mise en minorité. Albert Lebrun propose très logiquement à Philippe Pétain de diriger le gouvernement. Ce que personne n'avait prévu, c'est que Philippe Pétain sort immédiatement de la poche une liste de ministres, c'est-à-dire que son gouvernement est constitué, et que dans la nuit, il chargera l'ambassadeur d'Espagne de prendre contact avec l'autorité allemande pour demander les conditions d'armistice. Comme les assemblées ne sont pas réunies, le gouvernement est en place. Et le 10 juillet 1940, les lois constitutionnelles, donc, sont suspendues. Alors, ça crée, si vous voulez, une situation qui a conduit un certain nombre d'historiens, voire de juristes, à dire que cette décision est illégale. Elle a été prise dans des conditions qui sont des conditions anormales. Oui, c'est vrai. L'Assemblée nationale réunie le 10 juillet 40 à Vichy est affolée, elle est accablée, elle est même incomplète. Il n'est pas dit que pour autant la décision soit juridiquement invalidable. Elle est incomplète car il y manque, d'une part, les députés communistes qui ont été mis hors la loi après la signature du pacte germano-soviétique et la désertion de leur secrétaire général, et qui par conséquent sont hors jeu. Elle est incomplète également car une partie des parlementaires qui voulaient continuer le combat, et pas des moindres, je pense à Pierre Mendès France en particulier, à quelques autres, sont quelque part en mer à bord du Massilia en direction du Maroc, puisqu'il avait été question de transporter le gouvernement dans l'empire colonial pour continuer la lutte. Le problème, c'est que la majorité qui est dégagée est très largement supérieure, malgré ces amputations, et en tenant compte de toutes les majorités qualifiées exigées pour une réforme constitutionnelle. Et d'autre part, dans le passé même de la République, dont les lois constitutionnelles viennent d'être abrogées, elle avait été votée à une loi de majorité, ce qui veut dire que on peut se demander si sous la Troisième République, il y a vraiment une majorité qualifiée exigée, elle n'a jamais été formulée. Deuxième argument qu'on peut donner, le pays ne vote pas dans des conditions normales, c'est vrai. Vous avez au bas mot 8 millions de Français qui sont sur la route, et tous ceux d'entre vous qui ont vu Jeux interdits, rappelez-vous quand même que c'est une situation pour le moins anormale. Voir des mères de famille qui remettent à des gens qu'elles ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam, des gamins qui sont encore au biberon, tout simplement parce que ces gens ont une voiture, et que par conséquent les gosses seront plus rapidement en sécurité dans le sud du pays, quitte à se demander après comment on pourra les récupérer, c'est quand même une situation qui sort de l'ordinaire, avec la présence de troupes étrangères. Mais alors dans ce cas-là, la loi constitutionnelle de 75 sont tout aussi illégales. En février 1871, on a voté parce que Bismarck exigeait de négocier avec un pouvoir légitime sorti des urnes. 40 départements français sont occupés par les forces allemandes. Tous les combattants ne sont pas rentrés chez eux. Personne n'a jamais mis en doute la validité des lois constitutionnelles
voté par cette assemblée élue en février 71, et qui était considérée comme l'assemblée délibérante légitime d'une République française qui attendait toujours de savoir si elle se transformait en monarchie ou si elle revenait dans une situation de République. Le bilan, c'est que finalement, sur le gouvernement de Vichy, on ne sait pas très bien à quoi on a affaire. Il n'y a que les gaullistes qui savent. Leur juriste, le grand juriste de la France libre, René Cassin, celui qui a négocié le traité avec l'Angleterre et tous les accords qui permettent à la France libre de fonctionner, part de l'idée que le vote du 10 juillet 40 en droit ne tient pas et que par conséquent le régime qui vient de se mettre en place est illégal. De Gaulle adopte la thèse et dans le camp de la France libre, ça ne fait de doute pour personne, c'est la règle et la situation. Mais aucune autre force politique française ne tient ce genre de discours et on reste extraordinairement prudent. Lorsque, en 1942, Pétain va dissoudre les deux bureaux des deux assemblées, Jeannet lui enverra une lettre lui faisant remarquer que là, il vient de porter atteinte à la République et qu'il vient d'outrepasser les droits qui lui ont été donnés le 10 juillet 40, puisque le 10 juillet 40, il a reçu le mandat d'élaborer une constitution, il ne peut dissoudre les assemblées existantes que dès lors qu'il a procédé à une substitution d'institutions. Il ne répond pas, et on en reste dans ce provisoire. Donc, il y aura toujours une incertitude, une hésitation, et il est évident que tous les résistants se mettent en place des groupes de réflexion pour essayer de voir ce que l'on peut faire. Mais globalement, quand on regarde, le pays n'a jamais eu le sentiment qu'il passait sous un régime illégal, et on compte parmi les plus grands serviteurs de l'État après 1946 inclus des gens qui ont servi le régime de Vichy. Boutillier, qui a servi Vichy, dit même, je cite, que l'activité ordonnée en présence de l'occupant est le meilleur exemple de civisme. Aucun des officiers de l'armée de l'armistice ne cherche à reprendre le combat et ne discute la signature de l'armistice et l'installation du régime de Vichy. Alors là, l'explication, il faut aller la chercher dans le traumatisme du télescopage des 2 années 36-38. 1936, élection gagnée par la coalition de Front Populaire. 1938, bataille de la Marne des patrons, deuxième mise en échec de Léon Blum devant le Sénat, fin de la coalition de Front Populaire. Les 2 années de Front Populaire ont été pour la société française, pour une partie, un extraordinaire enthousiasme et une espérance, pour une autre, un prodigieux traumatisme. Je ne me lancerai pas dans la première partie, vous la connaissez comme moi, c'est tout l'électorat qui a porté la coalition de Front Populaire au pouvoir, même si ensuite une bonne partie d'entre eux ont été assez rapidement déçus. Mais à croire qu'il y a une espèce de fatalité, la gauche gagne les élections, puis ensuite déçoit son électorat. Et puis, je voudrais m'attacher surtout à l'autre moitié. Ceux qui lundi sont passés devant l'usine Goodyear à Amiens et ont vu les fumées de pneus sortir de l'enceinte de l'usine sont passés dans la plus totale indifférence, sauf s'ils se sont sentis concernés et s'ils avaient envie de manifester leur sympathie aux ouvriers. Aujourd'hui, une usine occupée, ça n'impressionne plus personne en France. En 1936, les usines occupées après la victoire du Front Populaire, c'est la première fois. Dans un pays dont l'article 19 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit, je cite, que la propriété est un bien inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé sans une juste et préalable indemnité, au bénéfice de l'intérêt général. On ne rigole pas avec la propriété bourgeoise. Et moins on a de propriété, plus on y est attaché. Quand on en a beaucoup, on peut savoir faire des sacrifices, si on sait compter. Ça a été un choc. Des patrons sont dans les petites entreprises, sont sortis sous les crachats de la totalité de leur personnel.
Et si vous reprenez dans l'histoire du peuple français publié à l'Imprimerie nationale le récit de cette époque, vous y trouverez une lettre qui a été exigée par un petit patron. Chacun des ouvriers a dû l'écrire. C'est quasiment une confession dans un colloque singulier avec un bon père. On est sur un ton moral. On demande véritablement pardon. On se flagelle. On n'est pas dans la défense de droits sociaux. Mais vous avez eu la même chose chez les fonctionnaires. Vous avez eu la même chose chez les militaires. Pourquoi voulez-vous que des préfets rejoignent De Gaulle? Ils ont le sentiment que depuis 1938, l'État était en train de se ressaisir. La défaite militaire le met dans une situation difficile. Quand on leur propose d'accentuer le ressaisissement de l'État, ils ne peuvent être que d'accord. Tous ceux d'entre vous qui ont eu à commenter, soit comme professeur, soit comme élève, cette image où vous voyez d'un côté une maison qui se casse la figure, des fondations qui se fissurent, un drapeau qui est un véritable torchon, une toiture qui a déjà foutu le camp dans 2 tempêtes, et où on vous dit c'est la France avant, puis après vous avez une construction au carré, des assises qui ont vraiment été faites par des maçons allemands. C'est solide, ça tient, c'est de la pierre de taille. Les murs sont au cordeau, le drapeau est impeccable. Il n'est pas raide parce qu'il flotte, mais il est véritablement propre. C'est après. Ça leur paraît l'évidence même. Aujourd'hui, avec ce qu'on sait de ce qu'a été le régime de Vichy et de certains agissements qu'il a couverts, c'est relativement facile. Mais à l'époque... Enfin, n'oubliez quand même pas que celui qui est chargé d'élaborer une constitution pour la France, c'est Philippe Pétain, le vainqueur de Verdun. À l'époque, peu de gens connaissent le mot de Foch. Pétain, on l'a conduit à la victoire, mais à grands coups de pied dans le cul. Ou bien l'autre surnom que Pétain avait toujours de la part de Foch, Pétain le pétochard. Ça, il a fallu tous les travaux de mon maître Pedroncini et de quelques autres pour qu'on le sache. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune famille française, sauf les familles stériles, celles dans lesquelles il n'y a que des filles. Mais toutes celles où il y a des garçons, au moins un, sont concernés par Verdun, à cause du principe de la Noria. Tous sont passés à Verdun. Que le dernier maréchal survivant de la Grande Guerre, que le vainqueur de Verdun, puisse commettre une forfaiture à l'égard de la France, c'est impensable. C'est impensable. Si mon collègue Azéma a inventé l'expression de maréchaliste, c'est bien pour dire que des gens se sont ralliés à Pétain à cause de ce passé de 14, et non pas parce qu'il était Pétain, non pas parce qu'il était cul et chemise avec des gens de l'Action française, non pas parce qu'il était lié à tel ou tel groupuscule qui avait comploté contre la République. La meilleure preuve, c'est qu'après qu'il ait signé la main d'Adolphe à Montoire, la censure postale montre que la popularité s'effondre. En juin 40, tous les Français sont derrière Pétain. En octobre 40, ça commence à s'éclaircir sérieusement. Et le flux ne cessera de s'accentuer.